Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Merci de rester en notre compagnie les 12h ici à l'immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé d'où nous émettons à quelques encablures de la grande mosquée de Medina Baye. 12h également à Léona Niassène et à Léona Kanine. La même heure à Bouchra Medinatul Cheikh Abdou Khadre Djeylani Assane Bamba Touba Ndorong et Kausara Fall. Alfayda FM la référence, vous l'aurez deviné à juste titre. C'est l'heure du journal dont voici les titres. Formation d'un nouveau gouvernement au Sénégal suite à l'élection de Bassirou Diomaye Faye qui a choisi Ousmane Sonko comme Premier ministre. Les populations qui étalent leurs doléances montrent la voie à suivre pour apporter solution à leurs problèmes. Du côté du transport, les acteurs qui prônent des mesures concrètes appellent la nouvelle formation gouvernementale à œuvrer pour l'abandon des pratiques répréhensibles qui minent le secteur. Les détails de tout cela à suivre au courant de ce journal. Santé, 32 000 personnes bénéficiaires, 6 500 ménages touchés durant les 3 années d'utilisation du produit innovant de lutte contre l'anémie au Sénégal. Dans ce JP également, vous suivrez les détails avec les explications du responsable de la mise en œuvre du projet. La revue de la presse, la page internationale, celle sportive, ce sera donc dans la deuxième partie de ce midi. Derrière la baie vitrée, Code Sec Keneme en assure la partie technique. Restez avec nous tout de suite, le développement. Le journal Neifatou Cissé. Élection de Bassirou Diomaye Faye et formation du nouveau gouvernement. Les Sénégalais saluent la rigueur et la posture de rupture à travers le nombre et le profil des personnes choisies. La société civile en phase avec la démarche. Alioune Badara Diaw est un membre de la section de Kaolack. Le constat que nous avons fait, c'est la diminution considérable du nombre de ministres ou de ministères par rapport au gouvernement sortant. Parce que dans les gouvernements de Macky Sall, excepté le gouvernement de 2012, donc il y avait presque 34 ministres portefeuille et 5 ministres secrétaires d'État, ce qui faisait donc un global de 39. Maintenant, si on arrive à avoir 30 ministres secrétaires d'État et ministres portefeuille confondus, donc cela veut dire juste qu'on a économisé 9 ministères de moins. Ce qui veut dire juste que nous allons gagner en économie de dépenses et nous allons aussi gagner en matière de surcharge. Parce que tout simplement, un ministre qui a détachement ou bien des ministères provoquait ce qu'on appelait une lenteur administrative. Et maintenant, 3 ou 4 ministres de domaine sont regroupés en ministère. Le ministre en charge aura la lourde tâche de devoir s'acquitter de tous ses devoirs et ça va lui mettre dans une obligation de travailler et ardemment pour satisfaire les Sénégalais. Je pense que c'est un moyen efficace pour, comme l'a dit le Premier ministre lors de sa nomination, que j'aurai des ministres qui viendront pour travailler et non pas pour se reposer ou gouverner simplement. Oui, l'espoir est permis. L'espoir est permis comme l'a constaté tous les Sénégalais d'ailleurs. Ce que j'ai vu, pas mal de réactions après la création de ce gouvernement venant de la société civile, de l'opposition, même si, entre guillemets, l'opposition ne s'est pas affichée parce que c'est trop tôt. Il y a l'état de grâce que nous sommes en train d'observer qu'il y aura 100 jours donc, pour permettre au gouvernement de commencer à travailler. Mais j'ai constaté avec toutes ces réactions que les Sénégalais sont confiants et l'espoir qu'elle avait pour élire cette coalition est en train de se confirmer avec la formation de ce gouvernement qui est vraiment un gouvernement de rupture. Un gouvernement de rupture avec des ministres qui ont le profil de l'emploi, déclare un membre de l'association des retraités de Kaolack qui attire l'attention sur leurs préoccupations, notamment la question relative à la pension. Je crois qu'eux, ils ont le profil de l'emploi. Et je pense que ce sera pour l'ensemble des ministres qui sont nommés et secrétaires d'État qui sont nommés et qui auront chacun là à intervenir dans la compétence qu'ils détiennent, leur valeur intrinsèque. En fait, nous, on a entendu citer les anciens combattants qui sont des personnes âgées comme nous, mais on n'a pas entendu quelque chose qui a été réservé aux retraités de l'IPRES surtout, parce que eux, c'est la part congrue. Parce que depuis que nous sommes à la retraite, on a des problèmes au niveau des indemnités qu'on touche. Parce qu'en fait,
de partir d'un salaire un peu élevé et se retrouver avec des miettes, vraiment ça pose problème. Je pense qu'ils vont pouvoir le régler en mettant en place peut-être. On avait même pensé à avoir un ministre qui va se charger des retraités. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, je pense que le ministère des Affaires sociales pourrait s'en charger. Mais l'essentiel, c'est qu'on combine la caisse de sécurité sociale, l'IPRES et l'aide viagère. Comme ça, l'État pourra avoir une mainmise sur ce qui se passe. Par rapport à la direction qu'on voulait, oui. On voulait vraiment une direction qui s'occupe vraiment des retraités. Parce qu'en fait, vous savez, la plupart d'entre nous sont des vieux et ils participent à la dépense quotidienne. Et donc ça, il te faut au moins un salaire qui te permet d'avoir d'autres choses à faire. Peut-être les loisirs, les voyages et tout ça pour nous permettre de nous épanouir encore. Parce que nous sommes des personnes âgées et nous ne pourrons pas nous sentir vieux. En fait, ce que je voulais dire au gouvernement, c'est qu'ils s'agrippent, qu'ils s'accrochent et qu'ils soient unis dans leurs actions de tous les jours. Parce que ça leur permettra en fait de pouvoir aller vers les populations et de s'enquérir de leur situation. Leur situation, Papa Ibou Diouf, membre de l'association des retraités de Kaolack, secteur vétuste, irrégularité entre autres pratiques répréhensibles qui minent le secteur du transport, la nouvelle formation du gouvernement interpellé. Moudou Diagne est le secrétaire général du syndicat des transports routiers du Sénégal. Renouvellement des parcs automobiles, urbains ou interurbains, mais aussi assainir le secteur du transport, par exemple comme les taxis urbains. Le secteur est vétuste. Les taxis interurbains comme les 7 places aussi, c'est la même chose. Mais aussi pour assainir ce secteur, il faut écarter tous les modes du transport irrégulier. Par exemple, les motos tchak-tchak transportent les personnes, les bargaïnés, le gouvernement sortant a fait beaucoup de choses, mais il faut améliorer. Par exemple, il y a beaucoup de routes aménagées, mais le nouveau gouvernement aussi, il faut augmenter les infrastructures de l'État. Tout ce qui est transport irrégulier, c'est concurrence déloyale. Par exemple, les applications non formelles, les moto tchak-tchak, il y a les clando, non licence du transport, c'est déloyal. Pour faire le transport, nous sommes des acteurs réguliers reconnus par l'État. Il faut obtenir un papier s'appelle licence du transport, urbain ou interurbain. Pour être transporteur, il faut obtenir un papier s'appelle agrément du transport reconnu par l'État. Pour les clandos, par exemple, les vargailés, il y a le support des formats des voitures particulières. Une assurance de 6 mois nous a coûté 15 000 francs. Pour une assurance de véhicule transport en commun comme taxon noir, c'est 1 mois. Il faut débourser moins 21 507 francs par mois. 21 507 fois divisé par 3, pratiquement c'est 60 quelques mille pour 3 mois. C'est normal parce que, mais il y a les voitures particulières, ça s'appelle Vailgaïne. Assurer le véhicule sur l'assurance VP. Assurance voiture particulière. Le 3 mois coûtait 16 000 francs maximum. Il y a les tracasseries routières aussi. Il faut diminuer les arnaques sur la route. Il y a beaucoup de difficultés. Nous sommes fatigués. Mais le grand problème, c'est la sécurité sociale. Nous ne sommes pas des embauches, nous ne sommes pas des contrats. Nous demandons les nouvelles autorités. Il faut revoir les conventions routières du Sénégal pour les efforts d'une manière générale sur l'aspect social. Il n'y a pas de mutuelle de santé, il n'y a pas de sécurité sociale. Moudou Diagne, et du côté de l'éducation, les attentes sont nombreuses, mais l'optimisme est de mise selon la réaction qui émane du secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. À la suite de la formation du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko, sous l'ère du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, nous pensons pouvoir afficher un optimisme de voir des solutions apportées à nos problèmes. En effet, avec ce gouvernement, nous espérons voir la régularisation enfin de la situation des enseignants décisionnaires, l'appurement des rappels que l'État doit aux enseignants, le relèvement de l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans et la fin des lenteurs administratives qui restent et demeurent nos préoccupations. Ainsi, au ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mamba Guirassy, nous lui demandons d'être ouvert et d'instaurer un mécanisme efficace de dialogue permanent avec les organisations syndicales. Et à Olivier Bocal, ministre de la fonction publique et de la réforme du secteur public, il doit accélérer la réforme afin de mettre fin aux lenteurs administratives qui ne cessent de plomber la carrière des enseignants en mettant en place le système de digitalisation des procédures administratives depuis les IEF. Il doit également procéder à la régularisation de la situation des contractuels de la fonction publique qui servent dans les bureaux relais des PAMA et qui travaillent dans des situations précaires. Enfin, nous demandons toujours à Olivier Bocal, ministre de la fonction publique, d'éliminer l'application Girafe 2 qui ne fait que porter préjudice aux enseignants.
Aux enseignants, Baïsar, à l'instant, secrétaire général du SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. La CNTS dit s'être assurée des compétences du ministre de l'Aménagement du territoire, des réalisations concrètes, ce qu'elle dit attendre à Kaolack. Suivons donc le chargé de communication, Lan Ousmane Badji. Les ministres auxquels nous avons plus prêté attention, c'est le Premier ministre et le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et celui qui est chargé de l'aménagement du territoire, qui se nomme précisément Moussa Balla Fofana. C'est un ministre que l'on a longtemps suivi sur des débats sur les télés et nous sommes assurés que c'est quelqu'un qui a les compétences, qui a la connaissance qu'il fallait pour pouvoir occuper ce poste. Donc nous attendons de lui que toutes les revendications que l'on a eu à faire depuis le régime passé, que cette fois-ci, il y aura l'application. Autant, lorsque nous étions dans la grève, il y a eu deux réseaux. Il y a eu l'association des maires qui regroupait la plupart les maires qui étaient du régime au pouvoir. Il y a eu aussi le REL, qui était le réseau des élus locaux, avec comme président M. Ousmane Sonko. Nous attendions qu'au temps de nos grèves, ceux qui étaient de l'association des maires, ils allaient beaucoup nous aider sur nos points de revendication. Mais ce que l'on a vu, c'est que lorsqu'ils sont partis pour faire des négociations, ou bien lorsqu'ils sont partis pour réclamer leurs droits, on a été oubliés, on a été omis. Sans doute, vous pouvez le savoir plus que nous. Ils ont eu des augmentations, certainement qui vont rendre plus féroces les candidatures pour les prochaines élections locales. Mais avec autant, il y avait aussi le REL, qui était le réseau des élus locaux, avec comme président M. Ousmane Sonko. Il avait tenu des propos qui nous avaient donné de l'espoir, à savoir qu'en réalité, les collectivités locaux ne sont plus des boîtes politiques comme les gens le disent, mais en réalité, c'est une base sur laquelle il faut compter pour le développement d'un pays. Donc, autant ils étaient de l'opposition, ils ne pouvaient pas accéder peut-être au président pour pouvoir plaider notre cause, mais maintenant Dieu a fait que lui qui était le président du REL, maintenant il est le premier ministre. Donc nous espérons que par ce poste qu'il occupe maintenant, avec aussi le poste du ministre, le ministre que l'on a, Balla Moussa Fofana, que ce droit sera appliqué. Et au-delà des organisations syndicales, les populations diagnostiquent la formation du nouveau gouvernement. Le Sine Saloum, pas très visible dans la liste fustige, Diokel Gadiaga de Tahaou, Sénégal, suivons-le. D'abord, je rends grâce à Dieu en lui demandant de faire de ce pays, le Sénégal, un pays où il est bon à vivre. Dieu le peut et nous lui demandons de le faire. Quand ils ont gagné les élections présidentielles, je les avais félicités. Mais quand ils ont formé le gouvernement, je ne les félicite pas, mais je leur demande, comme on dit en Wolof, pour qu'ils fassent un travail à la hauteur de la promesse qu'ils ont tenue au peuple sénégalais, qui les a élus sur cette base. Donc la balle est dans leur camp. Nous attendons maintenant des résultats, pas de promesses. On ne savait pas que l'État était si difficile à gérer. On leur demande exactement des résultats. Je suis désolé, ça ne m'a pas plu, parce que Kaolack ne mérite pas ça. Il fut des temps au temps du Parti socialiste. Kaolack avait 7 ministres et un président de l'Assemblée nationale. Mais après l'alternance de 2000, ça a régressé. Mais de tout le temps, Kaolack a eu des ministres. Mais cette fois, l'ancienne région du Sine Saloum n'a pas eu de ministre. Et c'est politiquement mauvais, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de compétence. Je ne dis qu'on doit nommer des politiciens, mais ils ont parlé de compétences. Qu'est-ce qui peut nous prouver aujourd'hui pour nous dire que le Sine Saloum n'a pas de compétences, capable d'être ministre? Je pense que ça, personne ne peut l'accepter. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Économiquement, celui qui n'avance pas regresse. Un ministre de la République n'est pas n'importe qui. Diokel Gadiaga de Tahaou, Sénégal. Nombre de ministres et de secrétaires d'État, l'absence de la parité sur la liste des membres du gouvernement. Interpellé sur ces questions, suivons à présent la réaction de Mamadou Mohamedou Meng, président d'honneur de la RADDHO. Le Premier ministre a fait un gouvernement homogène par rapport à ce qu'il avait dit. On peut lui donner vraiment un statistique préjugé favorable. 25 ministres plus 5 secrétaires d'État, c'est largement suffisant pour un Sénégal qui ne fait pas 200 000 km² avec 10 millions d'habitants. Et puis c'est pas la quantité qui fait la qualité. La qualité, je l'ai toujours dit, il faut privilégier. Si les ministres sont compétents, pourquoi prendre un gouvernement pléthorique? Actuellement, comme ils ont dit, ils ont déjà fait 25 ministres plus 5 d'État. Abdoulaye Wade l'avait fait, il avait terminé par avoir une quarantaine de ministres. Macky Sall l'avait dit, il avait 25 ministres, il a terminé par avoir plus de quarantaine de ministres. On va attendre au fil du temps, est-ce qu'ils vont se limiter à ça ou ils vont faire de la politique, ils vont rester d'être des hommes d'État? Je leur donne maintenant vraiment un préjugé favorable, mais ils ont eu des priorités que tout le monde attend et qui sont quand même bien énumérées.
rémunérés. Et ça aussi, on les attend sur ça. Mais entre ce qu'on va faire et ce qu'on a fait, il y a un fossé et c'est nuancé. Est-ce que ce qu'ils entendent faire et ce qu'ils vont faire? Il faudra maintenant avoir un baromètre et mesurer. Mais en attendant, vraiment, c'est un préjugé vraiment favorable. Mais la parité, je te dis que vraiment, pour moi, c'est subjectif. Parce que je privilégie la compétence plutôt que la parité. Pourquoi on ne dit pas que pour les présidentielles, quand il y a un nombre de candidats, il faut mettre une femme? Pourquoi au niveau des ministères, on va dire que quand il y a un homme qui travaille ici, il faudrait bien qu'une femme? Moi, je privilégie la compétence. La parité, c'était une politique pour sensibiliser quand même les hommes, pour leur dire que qu'est-ce que c'est que le genre, ce que l'homme peut faire seul, ce que la femme peut faire seule, ce que tous deux peuvent faire. Il ne doit pas y avoir un ministre d'une région, mais plutôt un ministre de la République avec la compétence requise. Réaction de Mamadou Mohamedou Meng qui rappelle ici une méthode politique longtemps pratiquée au Sénégal. Mais le gouvernement, c'est un gouvernement de la République. Il n'y a pas un ministre régional. Il y a un ministre de la République, un ministre du gouvernement. S'il y a des compétents partout, et comme ils disent, ils vont le trouver partout. Si ils peuvent trouver quelqu'un qui peut faire le travail, autant qu'ils prenaient un Kaoloka. Pourquoi ne pas prendre ce dernier? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ce qu'il y avait, c'est que les gouvernants, ils faisaient une politique. Ils allaient dans les régions pour dire que nous allons essayer de fournir ces régions de ministres et tels. C'est pour cultiver la clientèle. Mais le Sénégal, un État est indivisible. Il ne doit pas y avoir un ministre d'une région. Il doit y avoir un ministre de la République et seule la compétence doit prédominer. Mais un ministre de la République, le ministre exemple du développement rural, pour Kaolek, il est pour Kaolek, il est pour Ziguinchor, il est pour Kédougui, il est pour Louga, il est pour Saint-Louis. Pourquoi pas pour Dakar? C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation que va exécuter le Premier ministre. Si Kaolek est servi, le ministre va le faire forcément. Même si on prend un ministre de développement rural, on l'amène à Kaolek, il ne va pas faire de Kaolek quelque chose qui ne suit pas la politique du gouvernement. On le mettait là-bas simplement pour que les gens disent que nous avons un ministre. C'était pour se partager les fonds communs, avoir de l'argent pour cultiver ça, la clientèle, mais ce n'était pas pour un travail déterminé. Un ministre de développement issu de Kaolek est un ministre de la République. Ce qu'il va faire, il va le faire et suivre la politique du gouvernement. Et la politique du gouvernement, si Kaolek ne peut pas avoir ça, il n'est pas inclus dans tel domaine, il ne pourra pas le faire. Ça, c'est le travail même des députés. C'est les députés qui doivent concourir à l'Assemblée pour que les régions soient viables. Vous suivez le journal. Sur les ondes de la référence Alfayda FM 90.1 en direct du studio Alioune Momar à Lilo. 32 000 personnes ont bénéficié durant ces 3 dernières années du produit innovant de lutte contre l'anémie. 6 500 ménages touchés, je vous le disais tantôt. Des perspectives pour l'introduction de la substance dans le système de santé, ce que préconisent les acteurs. Pour en savoir un peu plus, suivons donc le responsable de la mise en œuvre du projet Saga d'Anfara. Oui, vous savez, c'est un projet qui est innovant, car dans ce projet, nous avons introduit pour une première fois au Sénégal une stratégie, un produit qui est nouveau appelé Lucky Iron Fish, qui est une substance qui permet d'améliorer un peu le taux de l'hémoglobine. Donc, ça lutte contre l'anémie liée à la carence en fer. Et nous avons fait ce projet depuis 3 ans et notre partenaire Liset a mené des études pour voir un peu l'évolution de cette taux d'anémie. Et on a vu que les résultats de l'étude ont montré en tout cas que le Lucky Iron Fish a l'aptitude de corriger l'anémie. Oui, on peut être très satisfait des résultats qui ont été atteints en 41 semaines de mise en œuvre. Si vraiment on voit qu'il y a une aptitude de correction de l'anémie sur 40,8% des femmes sur lesquelles nous avons fait le suivi. Également, nous avons vu le taux d'hémoglobine qui est en train de s'améliorer au fil de ces 4 études que nous avons fait. Donc on peut se dire satisfait vraiment de la correction apportée par le produit sur l'anémie. Donc au total, 32 000 personnes ont bénéficié de Lucky Iron Fish au cours des 3 années d'utilisation. Donc ces 32 000 personnes sont réparties dans 6 500 ménages. L'objectif pour le moment, c'est de faire le partage des résultats de la mise en œuvre de cette phase pilote et aussi montrer en compagnie avec nos partenaires de l'ISET toutes les études qui ont été faites. Et ensuite, l'étape suivante sera de discuter vraiment avec les autorités gouvernementales afin de voir en termes de perspectives comment dans l'avenir on peut arriver à introduire cette solution dans les politiques nationales de santé. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre, peut-être dans l'avenir, que ce produit puisse être disponible dans le circuit d'approvisionnement des substances médicamenteuses au Sénégal.
Au Sénégal, gestion des ressources naturelles et gouvernance. Dans ce JP, nous nous rendons maintenant à Vélingara où les acteurs se sont penchés sur ces questions. Lors d'un atelier de sensibilisation à ce propos, suivons au micro de notre correspondant Babacar Diouf El Hadji Ndiaye. Il est le coordonnateur de l'ONG Agronome et Vétérinaire sans frontières. Donc cet atelier d'un jour s'inscrit quand même dans le cadre de plusieurs activités qui ont été mises ensemble. La première a consisté à des discussions et des débats sur la thématique du foncier portée par le CRA qui va revenir plus largement sur les détails. Mais en fait, c'est des enjeux importants aussi bien au niveau Sénégal, mais particulièrement aussi dans la zone Casamance où quand même ce sont les dernières réserves forestières, les réserves foncières et la question de la gestion des ressources naturelles y est particulièrement importante et cruciale d'anticiper un petit peu sur les enjeux futurs. Bon, je pense que c'est une thématique dont l'importance n'est plus à démontrer et le rôle des élus dans la gestion foncière au niveau de leur collectivité locale aussi n'est plus à démontrer. Cette sensibilisation est quand même la répétition est toujours pédagogique. C'est des éléments qui ont été faits et refaits, mais bon, on a toujours l'occasion de revenir sur des aspects assez importants, de revenir aussi sur des études, des conclusions qui ont été menées par le CRAFS et de partager davantage avec la base sur les résultats intéressants qu'ils ont eu à faire lors de ces études. Donc c'est ce qui a concerné essentiellement la première journée. La deuxième journée, comme vous venez de le dire, a consisté à discuter plus largement sur l'installation d'une dynamique de la transition agroécologique locale. Je pense que si c'est important de rappeler, la dynamique de la transition agroécologique au niveau Sénégal a été mise en place depuis un certain nombre d'années, je pense depuis 2019. Et dans cette dynamique, que ce soit AVSF, que ce soit l'ASPSP, que ce soit d'autres organisations, ils sont des membres fondateurs, des membres mères de la dynamique au niveau national. Donc de fil en aiguille depuis 2021, depuis l'organisation de la caravane, il a été décidé de voir dans quelle mesure on peut impliquer le plus d'acteurs au niveau local afin d'installer de manière plus pérenne, plus durable, une dynamique de la transition agroécologique au niveau de Vélingara. Donc comme vous l'avez vu, c'est après une soixantaine d'acteurs ou un peu plus qui ont été conviés. Essentiellement, c'est des organisations, c'est des OP, c'est des élus, c'est des ONG, c'est d'autres acteurs même privés qui s'activent autour de l'agroécologie au sens large du terme. Donc pendant cette journée aussi, on a convié nos amis de la DTL de Tambacounda qui sont venus partager avec nous aussi l'expérience qu'ils ont dans le fonctionnement d'une DTL. El Hadji Ndiaye. Et puis lors de cet atelier qui a regroupé plus de 60 participants, il a été également question de réforme foncière et la mise en place d'une dynamique pour une transition agroécologique locale dans le département de Vélingara. Au micro de notre correspondant Babacar Diouf, suivant Ardoso, agent à l'ONG Enda Pronat. Nous venons de boucler un atelier de 2 jours ici à Vélingara avec les acteurs au niveau local, avec l'appui de AVSF. Donc l'objectif c'était de sensibiliser, de partager des propositions qui ont été formulées par les acteurs au niveau national depuis bien longtemps par rapport à la gouvernance foncière. Comme vous le savez, chaque jour au niveau de la presse, les radios, au niveau des télés, nous entendons des gens parler de conflits fonciers. Il y a toujours des conflits, c'est au niveau des tribunaux que ça se passe, c'est au niveau local, c'est entre éleveurs et agriculteurs que ça se passe. Donc pour nous, il est temps vraiment de changer et d'aller vers ce qui a été d'ailleurs initié par les différents gouvernements qui sont passés ici depuis 1996 jusqu'en 2012, l'année de la mise en place de la dernière commission nationale de réforme foncière, avec qui on a travaillé, on a formulé des propositions qu'on a soumises à cette commission nationale de réforme foncière et ce document de politique foncière a été soumis au président de la République depuis 2017. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Et cette immatriculation généralisée, c'est quelque chose que la société civile avait rejeté entre 2012 et 2013. Parce que pour nous, on immatricule les terres, c'est-à-dire on privatise ces terres appartenant aux agriculteurs, aux éleveurs. Si on les immatricule, on les privatise, ce qui veut dire que dans 10 ans, 15 ans, ces terres vont se retrouver entre les banques privées, vont se retrouver entre les plus riches, et ça, c'est l'éleveur, c'est l'agriculteur, en tout cas les usagers du foncier, surtout dans le monde rural, qui vont perdre quelque chose qui est très important et essentiel pour continuer à survivre dans le monde rural. Donc c'est dans ce cadre aussi qu'on est venu pour partager ces différentes propositions de réforme foncière, parce que nous en tant que société civile, on ne rejette pas l'immatriculation, mais ce qu'on a préconisé, c'était des immatriculations ou bien l'immatriculation au cas par cas, comme le permet la loi sur le domaine national. Si tu as une délibération, naturellement, tu as la possibilité et le droit de pouvoir déposer une demande de bail au niveau de la Direction générale des impôts et domaines, et ça va suivre le processus jusqu'à même l'obtention d'un titre foncier. Mais vouloir dire immatriculer, sortir les terres du domaine national, enregistrer au nom du domaine privé de l'État, ça
c'est quelque chose que la société civile, en tout cas les agriculteurs, les éleveurs ont toujours rejeté. Parce que nous avons préconisé de garder l'esprit de la loi sur le domaine national. Sur le domaine national, certainement, Ardo Sow, occupation de la voie publique à Touba, un petit-fils du khalife général des Mourides malmené par des disciples de Cheikh Adama Gueye. Sur place, suivons à ce propos les explications de notre correspondant Mamadou Moustapha Mbaye. L'affaire qui est entre les mains du parquet de Diourbel procède d'une plainte déposée par la famille de Serigne Kosso Mbacké, fils aîné du khalife général des Mourides. Tout est parti d'une embrouille qui a eu lieu dans l'après-midi du 4 avril, veille de la célébration de la nuit du Laylatul Qadr à Touba, et qui a opposé Serigne Mourtada Mbacké, petit-fils du khalife général des Mourides, à des disciples de Cheikh Adama Gueye, communément appelé Baye Gueye. Ces derniers arpentaient Ndogou sur la tête l'allée qui longe le quartier de Darou Minam, et c'est à hauteur de la polyclinique du coin que l'incident a eu lieu. Le Mbacké, agacé par le cortège qui ne finissait pas et qui lui bloquait le passage, n'a pu retenir sa colère. Il s'en est suivi des propos aigres doux entre lui et quelques membres du cortège. La suite est toute simple. Serigne Mourtada Mbacké finira par atterrir à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba pour y subir des soins. Avisés sur l'identité de l'homme, des membres de la famille de Cheikh Adama Gueye, dont Serigne Abdou Samad Gueye, iront rencontrer Serigne Kosso Mbacké pour lui présenter leurs excuses. Pour le peu que l'on sait de l'affaire, cette rencontre n'aura pas été suffisante pour amener la famille Mbacké à renoncer à la plainte qui a été déposée au niveau du parquet. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Actualité internationale. Sur l'international et à 12h, bientôt passé de 28 minutes temps universel, une page qui porte donc la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Plus de 90 personnes sont mortes au large du Mozambique dans le naufrage d'un bateau surchargé avec 130 passagers à bord, ont annoncé dimanche les autorités locales. Plusieurs enfants sont parmi les victimes. Les sauveteurs ont retrouvé 5 survivants et continuent les recherches, mais l'état de la mer rend les opérations difficile. Selon un responsable de la province de Nampula, la plupart des passagers tentaient de fuir en raison de fausses informations sur une épidémie de choléra qui ont semé la panique. Actualité internationale. Au Soudan, au moins 28 personnes ont été tuées lors d'une attaque des forces paramilitaires contre un village au sud de Khartoum, a indiqué hier le comité de résistance locale, une organisation qui gère l'entraide des habitants. Les forces de soutien rapide en guerre contre l'armée régulière ont attaqué samedi Oumadam, à 150 km de la capitale. Selon le comité des médecins soudanais, 240 personnes ont également été blessées dans cette attaque. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, la MONUSCO décrit une situation sécuritaire de plus en plus volatile dans l'est du pays où les combats se poursuivent. Les rebelles du M23 ont atteint la périphérie nord de Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma, dans le nord Kivu, précise la mission onusienne, ajoutant que d'autres éléments armés ont été repérés dans le parc national des Virunga et menacent de couper la route Goma-Saké. Goma, qui abrite près d'1 million de déplacés, est encerclée par les rebelles et des unités de l'armée rwandaise depuis février. Les seules voies de sortie sont le lac Kivu au sud et la frontière rwandaise à l'est. Jeudi, les troupes indiennes de l'ONU déployées autour de Saké ont abandonné leur position. Au moins 3 positions ont été prises par le M23 et l'armée rwandaise, indique un document interne. Actualité internationale. L'océan Viking de SOS Méditerranée a secouru dimanche au large de la Libye 55 personnes, dont 4 enfants, à bord d'une embarcation en détresse, a indiqué l'ONG marseillaise, précisant que les rescapés sont sains et saufs. Le bateau en bois à bord duquel se trouvaient les migrants naviguait dans les eaux internationales. Un patrouilleur libyen est arrivé sur les lieux après le sauvetage, mais n'est pas intervenu, a ajouté SOS Méditerranée. Actualité
internationale. Au Burkina Faso, des centaines de personnes ont manifesté samedi à Kandchari dans l'est du pays pour réclamer une assistance alimentaire et davantage de sécurité dans cette localité sous blocus de groupes djihadistes depuis plus de 2 ans. À l'initiative des associations de femmes de cette ville, les manifestants ont marché dans les rues en brandissant des pancartes pour libérer Kandchari et la province de la Tapoa. Les manifestants ont demandé l'arrivée immédiate du bataillon d'intervention rapide promis à Kandchari. Actualité internationale. Et sport. Place donc maintenant à la page sportive de ce JP qui porte à présent la signature de Moussa Kane. Une page sportive que nous ouvrons avec la 19e journée de la Ligue 1. AS Pikine bat US Gorée 1-0. Diamono de Fatick et Guédiawaye Football Club ont fait match nul, le blanc 0 but partout. Teungueth FC bat Diambar 2-1. Ouakam et Linguère de Saint-Louis 0 but partout. Stade Mbour s'incline devant Dakar Sacré-Cœur 0-1. Génération Foot bat Jaraaf 1-0. Casa Sport perd devant Sonacos 0-1. Pour la Ligue 2, Amitié FC bat NGB 1-0. Walidane et Thiès FC ont fait match nul 0 but partout. Demba Diop perd devant Oslo FA 2-3. AS Douane bat Agel 3-1. RS Yoff s'incline devant Duc 1-2. Ndiambour de Louga bat Cneps Excellence 1-0. HLM bat Keur Madior 1-0. 18e journée nationale 1. Africa Foot bat Assur 1-0. Africa Promo Foot s'incline devant Port 0-1. AS Saloum perd devant Yego 0-1. Étoile Lusitana s'incline Lourdouma devant la Jeanne d'Arc 0-4. Université bat AS Bambey 2-0. Basketball 9e journée nationale 1. Jeanne d'Arc bat GBA 66-50. Duc bat Bourg Basket Club 74-30. Bop bat Isaac 82-38. 5e journée handball chez les dames. Gaston Berger perd devant Toubacouta 22-24. Chez les hommes, US Rai et Toubacouta ont fait match nul 31 partout. Et chez les filles, Rai bat par forfait Tamba. En Europe, 28e journée Ligue 1. Brest bat Metz 4-3. Montpellier bat Lorient 2-0. Toulouse et Strasbourg ont fait match nul blanc 0 but partout. Monaco bat Rennes 1-0. 37e journée Prime League en Angleterre. Man United et Liverpool ont fait match nul 2 buts partout. 28e journée Bundesliga, Offenheim bat Augsburg 3-1. Union Berlin s'incline devant Bayer Leverkusen 0-1. Edenheim bat Bayern Munich 3-2. 31e journée Calcio italien, Milan bat Lecce 3-0. Roma bat Lazio 1-0. Empoli bat Torino 3-2. En Espagne, la finale de la Copa del Rey a été remportée par l'Atlético Bilbao. Place à la rubrique Sport et Ramadan. Votre rubrique Sport et Ramadan. Alfayda FM. Donc je disais que le ramadan, de manière absolue, ne contre-indique pas au sport. Donc tous ceux qui gênent et qui pratiquaient le sport avant peuvent continuer à le pratiquer. Maintenant, ça va demander juste une adaptation, c'est-à-dire les horaires déjà, parce que quand on fait du sport, on transpire. Et ce qui est mieux, c'est en même temps de prendre des liquides, de l'eau ou en tout cas de la boisson pour éviter une déshydratation. De ce fait, si on fait le sport le jour et qu'on est en ramadan, on ne pourra pas prendre de l'eau. Donc obligatoirement on sera obligé d'attendre la rupture pour pouvoir faire le sport et compenser ses pertes. Maintenant, pour ceux qui font du sport de haut niveau, naturellement vu que peut-être le temps de faire le sport va être réduit, forcément ils seront obligés peut-être de réduire les efforts qu'ils avaient l'habitude de fournir avec le ramadan, mais ça ne contre-indique pas vraiment à faire du sport. Maintenant, pour ceux qui font du sport de maintien, comme j'ai dit tantôt, la marche, le vélo, ils peuvent continuer à le faire comme d'habitude, peut-être juste adapter l'horaire également, prendre la rupture pour s'adonner à leur pratique. C'en est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. Et de la rédaction en studio en ce lundi 8 avril 2024, le bonjour à El Ngoninjairen qui signe donc la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin. Bonjour. Entre priorité, urgence et attente, le président Bassirou Diomaye Faye adopte le fast track. En effet, face aux maux qui assaillent les populations et devant la forte demande, les promesses microbolantes, le pouvoir est au défi de faire ses preuves dans un temps de grâce amoindri. Par l'alarmant
préoccupante situation socio-économique du pays, souligne la critique. Après la formation du nouveau gouvernement, Révélation estime que le président va s'attaquer sans délai aux grandes directions nationales, pendant que Sonko fait la morale aux alliés lors de la première rencontre de la coalition Diomaye président. Notons dans le regard, Ousmane Sonko appelle les leaders à accompagner le président de la République pour la réussite du projet, ajoute la même publication. L'info voit un Ousmane Sonko qui plaide pour Diomaye. Séance d'explication avec les alliés, titre également Walfadjri Quotidien. Besbi le jour à son tour. Sonko calme les recalés. Et parlant justement de la formation de ce tout nouveau gouvernement, le CORED fustige et recadre les professionnels des médias sur des propos tenus sur ITV et la RFM contre la nomination de Jean-Baptiste Tine au ministère de l'Intérieur, nous informe Le Réveil. Et puis représentativité des femmes dans cette nouvelle attelage gouvernemental. Le réseau des féministes du Sénégal dénonce le faible pourcentage suffisant pour que l'exclusif affiche en une. Le duo Sonko-Diomaye déteste la femme. Alioune Tine de Africa Jom Center et Abdoulaye Thiam de la presse se désolent. Pendant ce temps, la dépêche attire l'attention des Sénégalais sur l'absence de force parlementaire dans le gouvernement et barre à la une le pari risqué de Diomaye et Sonko. Abdourahmane Sarr, Cheikh Diba, les grands argentiers de l'État. Fatou Diouf, Mabouba Diagne, les moteurs du secteur primaire. Chérif Diouf et Alioune Sall, l'expertise de la diaspora. Yor Yenikaï s'intéresse au profil de ces ministres inconnus du grand public. Poursuivons cette revue des titres. L'annulation des décrets du dernier Conseil supérieur de la magistrature. L'ancien régime met en garde Diomaye, signale le Dakarois. Sud Quotidien, pour sa part, évoque un autre sujet. Macky enterre les rapports de l'OFNAC avec l'adoption de 2 lois modifiant les bases de la lutte contre la corruption au Sénégal, de la lutte contre la corruption au tabagisme chez les jeunes. Le forum civil dont le Point Info interpelle le tout nouveau gouvernement. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à vous et à Ndeye Fatou Cissé. À vous également, Ngoni Ndiaye qui signe ainsi la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin. Et à 12h, bientôt, passé de 39 minutes à Ndemen, non loin de Kassaville, le long de la rue El Hadji Abdoulaye Niasse est ici. À l'immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé Dounou, émettons en direct du studio à l'une moment Alilo. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Formation d'un nouveau gouvernement au Sénégal suite à l'élection de Bassirou Diomaye Faye qui a choisi Ousmane Sonko comme Premier ministre des populations. Qui étale leur doléance montre la voie à suivre pour apporter solution à leurs problèmes. Du côté du transport, les acteurs qui prônent des mesures concrètes appellent la nouvelle formation gouvernementale à œuvrer pour l'abandon des pratiques répréhensibles qui minent le secteur. Les détails de tout cela que vous avez suivi donc au courant de ce JP. Santé, 32 000 personnes bénéficiaires, 6 500 ménages touchés durant les 3 années d'utilisation du produit innovant de lutte contre l'anémie au Sénégal. Dans ce journal également, vous avez suivi à ce propos les explications du responsable de la mise en œuvre du projet. La revue de la presse, la page internationale, celle sportive, c'était dans la deuxième partie de ce midi. Derrière l'abeille vitrée, Code Sec Keneme en a assuré la partie technique. Vous étiez à l'écoute et soupe à 13h. La rédaction vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela. Ce sera avec Mariam Abba. À toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi. Très bon début de semaine et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal Ndeye Fatou Cissé.